L'annonce ne faisait que 3 lignes. Transcripteur recherché. Connaissance du latin indispensable. Discrétion absolue requise. C'était tout. Aucun nom d'organisme. Aucun salaire mentionné. Juste un numéro de téléphone. J'avais des dettes étudiantes qui m'écrasaient comme un étau. Alors j'ai composé. Le téléphone n'a sonné qu'une fois. Une voix grave, râpeuse, comme du gravier roulant dans un tambour en fer. Vous lisez le latin? Oui. 4 ans à l'université. 2 au lycée. Et vous savez vous taire? Absolument. Cathédrale Saint-Barthélemy. Demain, 6 heures précises. Apportez des exemples de votre écriture. Puis un clic. La ligne est devenue silencieuse. Saint-Barthélemy reposait sur Meridian Street comme un crapaud de pierre. L'architecture gothique a toujours eu quelque chose de vorace à mes yeux, toutes ces flèches dressées comme des crocs. Je suis arrivé à 5h45, comme demandé, et j'ai attendu près de l'entrée latérale. L'air du matin avait un goût de rouille. Le père Marcus a ouvert la porte à 6h pile. Il avait l'air plus jeune que sa voix ne le laissait entendre. Peut-être 40 ans, mais ses cheveux noirs étaient déjà striés de mèches blanches. Prématuré, ses yeux noirs et mat comme du charbon ne laissaient passer aucune chaleur. « Suivez-moi » dit-il simplement. Nous avons descendu un escalier, plus long que ce qu'on aurait cru possible pour une crypte d'église. Les murs ont changé. Du béton moderne, on est passé à de la vieille pierre, puis à quelque chose de plus ancien encore, jusqu'à ce que ça semble taillé dans un seul et même bloc rocheux. L'air est devenu dense. Il avait un goût de pièce de monnaie. En bas, nous sommes arrivés dans une pièce circulaire, d'environ 6 mètres de diamètre. Des étagères bordaient les murs, chargées de volumes reliés en cuir, si vieux qu'ils ressemblaient à de la viande séchée. Au centre, un bureau éclairé par une seule lampe suspendue. Sur le bureau, un encrier, un stylo plume et une pile de parchemins vierges. Votre prédécesseur a tenu 3 mois, dit le père Marcus. Avant lui, le poste a été occupé par la même femme pendant 60 ans. C'est elle qui m'a formé. Que lui est-il arrivé? Ai-je demandé. Le temps. Il tira un mince volume d'une étagère. Sa couverture ne portait aucun titre, seulement un symbole, un glyphe. Il me blessait les yeux quand je le regardais trop longtemps. Vous allez traduire ces textes du latin vers l'anglais. 1 page par jour. Pas plus, pas moins. Il leva un doigt. Il y a des règles. Il énuméra les règles d'un ton neutre, comme s'il récita un vieux catéchisme oublié. Première règle, vous transcrivez exactement ce qui est écrit. Chaque mot, chaque ponctuation, ni ajout, ni omission. Il leva un 2e doigt. Deuxième règle, vous travaillez seul, toujours. Si quelqu'un entre pendant que vous êtes à l'ouvrage, vous arrêtez immédiatement et vous couvrez votre travail. 3e doigt. 3e règle, vous devez terminer votre page quotidienne. En cas d'erreur, vous recommencez. Pas de rature, pas de correcteur. 4e doigt. Ne prononcez jamais ce que vous lisez. Jamais à haute voix. Et la 5e, demandai-je. Il leva lentement le dernier doigt. Quand vous terminez une page, vous la glissez dans cette fente. Il pointa un renfoncement étroit, dans le mur de pierre, semblable à une boîte aux lettres scellées dans la roche. Ne regardez pas à l'intérieur, ne gardez aucune copie. Une fois inséré, oubliez ce que vous avez écrit. Qu'est-ce que je traduis exactement? Des rituels, des prières. Des instructions? Disons que l'Église a des besoins qui dépassent la messe dominicale. Il posa le livre sur le bureau, lentement, comme s'il déposait un poids sacré. 1 000 $ la page, en liquide, sans impôt. Intéressé, je pensais à mes prêts, à mon frigo vide, à mon loyer en retard. Quand est-ce que je commence? Maintenant, il quitta la pièce et referma la porte derrière lui. Un bruit sourd, comme un tombeau qui se scelle. J'ouvris le livre. La première page semblait inoffensive. Une prière pour bénir le vin de communion, sauf que les ingrédients n'étaient ni du vin ni de l'eau. Sang de bélier né sous la nouvelle lune. Miel d'une ruche n'ayant jamais connu la fumée. Bizarre, certes, mais lisible. Je trempai la plume et me mis à écrire. Je mis 2 heures à copier avec exactitude. Puis je déposai la page dans la fente. En sortant, je suivis un escalier différent. Il débouchait derrière la cathédrale. Sur la dernière marche, une enveloppe m'attendait. 1 000 $ en billets usés. Le lendemain, le texte parlait d'un rite funéraire. Mais pas pour un humain, pour un bâtiment. Il expliquait comment enterrer une structure qui avait été corrompue par l'habitation humaine. J'ai transcrit, j'ai encaissé,
Je suis rentré chez moi. La deuxième semaine, les textes sont devenus plus étranges. Une prière pour fermer les yeux des murs. Une autre à réciter en mélangeant du mortier, contenant de la cendre de micelle brûlée, du sel et une substance appelée larme de pénitence. J'ai cherché ce que c'était. Je n'aurais pas dû. Dans le tiroir du bureau, j'ai trouvé des notes laissées par mon prédécesseur. Rien sur les textes, ce serait enfreindre les règles, mais des listes de courses, des rendez-vous, des pensées griffonnées. Sur un reçu, d'une écriture tremblante, elle avait écrit « Ce ne sont pas des métaphores ». Je finis par retrouver son nom, Sarah Marsh. Une coupure de journal indiquait qu'elle était morte d'un AVC. La photo montrait une femme qui s'était mordue la langue jusqu'à la sectionner. Les AVC ne font pas ça normalement. Chemin 3. Les textes changèrent encore. Des exorcismes, mais pas pour des personnes. Pour des bâtiments, des rues, des infections de l'espace. Un rituel expliquait comment détecter si une pièce avait commencé à digérer. Les signes étaient précis, pas le style. Je veillais à garder une cohérence, mais l'encre semblait pénétrer plus profondément dans le parchemin. Parfois, ma main me faisait mal, comme si j'avais gravé dans la pierre au burin. Mais l'argent, mon Dieu l'argent, $1000 par jour, tous les jours je remboursais mes dettes, je fis mes courses, je repris enfin le contrôle de ma vie. Mais j'ai remarqué des choses, les billets étaient toujours anciens, ils portaient tous des numéros de série consécutifs, tous imprimés en... La 4e semaine marqua un tournant, le contenu changea encore. Ce n'était plus des rituels, mais des rapports, des documents postérieurs, des retours d'expérience, en quelque sorte. Des récits de ce qui s'était produit quand les rituels avaient réussi ou échoué. L'un d'eux décrivait une église dans le Maine. Ils avaient exécuté une bénédiction de fondation, incorrectement, ils avaient omis les yeux de corbeau. Résultat, le bâtiment ne grandit pas. Il s'enracina. Des racines de pierre s'étaient formées dans les égouts, s'étendant sous toute la ville. La congrégation dut être déplacée. Le bâtiment, quant à lui, nécessitait désormais d'être nourri régulièrement, jusqu'à ce que quelqu'un retrouve le contre-rituel. Un autre rapport venait de Chicago. Une rue avait été mal sectionnée, l'extrémité nord vieillissait plus vite que la normale, tandis que le sud régressait dans le temps. Des gens entraient jeunes et sortaient vieux, ou l'inverse. Ils durent évacuer 6 pâtés de maison pour pratiquer une sorte de suture temporelle. Je continuais à transcrire. Je glissais les pages dans la fente. Je faisais tout pour ne pas penser à ce que je lisais. Mais on ne peut pas ne pas penser à ce genre de choses. C'est comme dire à quelqu'un de ne pas imaginer un éléphant rose. Une fois que l'idée est là, elle vit, elle respire. Le vin de communion bougeait dans le calice, même quand personne ne le tenait. Le confessionnal nord, celui muré par des briques, laissait parfois filtrer de la lumière. Au 2e mois, les textes changèrent de nouveau. Ils parlaient de diagnostic. Des descriptions méticuleuses expliquaient comment repérer les infections dans les structures. Aucune image, seulement du texte, de petites pièces qui ne devraient pas exister. Des fenêtres montrant un extérieur différent du réel. Et puis, une page m'arrêta net. Elle décrivait un état très rare, un bâtiment gestationnel. Ces symptômes, les murs qui suintent, un battement subsonique, perceptible pendant les messes. Des échos sonores dérangés dans la nef. Chaque mot correspondait à Saint-Barthélemy. J'essayais de transcrire, mais ma main tremblait. La première tentative fut raturée. La deuxième également. À la 3e, je réussis à maintenir l'encre stable. La dernière ligne du texte me hanta. La naissance a généralement lieu dans les 90 jours suivant les premiers symptômes. Les murs avaient commencé à suinter il y a 2 mois. Je venais plus tard, partais plus tôt. Réduisait au strict minimum ma présence dans la crypte. Mais l'argent, toujours lui. Je n'avais jamais eu d'épargne auparavant. Je n'avais jamais pu acheter du pain sans vérifier mon solde bancaire. Le père Marcus me rendait visite 1 fois par semaine. Toujours les mêmes questions. Vous suivez bien les règles? Vous avez des soucis? Des doutes? Une fois j'osais lui parler des rêves. Il hoqua la tête, comme s'il s'y attendait. Les textes laissent des marques, dit-il, comme du papier carbone. Une partie de l'encre se transfère. Et ça s'efface? Ça dépend de la profondeur à laquelle vous avez lu. 3e mois, le mois de Sarah Marsh.
Je le sentais dans mes os. Quelque chose allait basculer. Les textes changeaient encore. Ce n'étaient plus des rituels. Ce n'étaient plus des rapports. C'étaient des témoignages, des récits à la première personne, des confessions, des récits d'échecs ou de réussites. Difficile à dire. La différence devenait floue. Un prêtre en Louisiane racontait la consécration d'un cimetière. Le sol était, selon lui, prédigéré. Quand ils ont enterré le premier cercueil, la terre l'a avalé immédiatement. Pas absorbé, avalé. Ils ont entendu des bruits de digestion sous leurs pieds. Ils ont dû déplacer le funérarium et nourrir le sol avec 3 corps supplémentaires avant qu'il accepte les autres normalement. Un autre témoignage venait d'une nonne en Arizona. Elle avait béni un puits avec le mauvais sel. L'eau était devenue épaisse comme de la salive. Ceux qui en buvaient comprenaient ce que disaient les bâtiments autour d'eux. Elle ne précisa jamais ce que ces bâtiments disaient. Elle se contenta d'écrire que 3 personnes avaient brûlé leur propre maison, après avoir su, cachée dans la reliure d'un vieux livre, une phrase, écrite dans la marge, entre 2 pages, « La fente ne mène nulle part ». J'ai regardé, j'ai enfreint la règle. Elle avait vu ce qu'il y avait derrière, c'est juste de la pierre. Mais les pages disparaissent, elle poursuivait. Pas les mots ne disparaissent pas. Ils s'infusent dans les fondations. Et la dernière note, toute la cathédrale repose sur des siècles de textes, transcrits, couches, superposées, comme des strates de sédiments. C'est pour ça que les murs suintent, c'est pour ça que le bâtiment vibre. Il digère ce qu'on lui donne. J'aurais dû partir, là, tout de suite, mais je ne suis pas parti, à cause de l'argent, oui, mais aussi de la curiosité, un fin d'autre chose, un besoin de comprendre ce que j'étais en train d'alimenter. Page après page, je me réveillais la bouche en sang, ayant mordu mon oreiller. Ma mâchoire me faisait mal comme si j'avais mastiqué du béton toute la nuit. Le tissu avait un goût familier, un goût de parchemin, un goût de hostie. C'est là que j'ai compris ce que voulait dire le père Marcus par « lire profondément ». Le travail me changeait. Pas de manière spectaculaire. Pas comme ces bâtiments décrits dans les rapports qui développaient des organes ou des appétits. Mais je sentais une mutation, subtile, subversive, persistante. Mon écriture, chez moi, commençait à ressembler à celle que j'utilisais pour les transcriptions. Mes pensées se formulaient en latin. La nourriture, surtout le pain, avait un goût étrange, comme du papier, comme du parchemin, comme des mots. Je m'étais fixé une limite, 3 mois. Comme Sarah, je m'étais juré de partir à la fin de la semaine. Juste quelques pages de plus, un peu plus d'argent. Le livre que je traduisais touchait à sa fin. Peut-être 20 pages restantes. Je commençais à reconnaître les styles d'écriture des auteurs originaux. Certains parlaient de l'architecture comme on parle d'un amant. D'autres étaient plus froids, cliniques, comme des scientifiques notant des échecs biologiques. Puis vint la page. Cette page était différente. L'écriture, tremblante. Le latin, cassé, mêlé d'anglais et de quelque chose d'autre, d'encore plus ancien. Il m'a fallu 3 heures pour en déchiffrer le sens. Le texte disait ceci. La cathédrale n'est pas nourrie, elle est programmée. Chaque page est une instruction, chaque mot est un code. Nous sommes en train de lui apprendre comment croître, comment se propager, comment se reproduire. Les textes ne sont pas des rituels. Ce sont des fragments de génome. Nous écrivons l'ADN de quelque chose qui se construit à partir de pierres, de foi et de prières accumulées. Et lorsque ce code sera complet, elle se divisera, par mitose, à l'échelle architecturale. Une cathédrale deviendra 2, puis 4, puis 8. Un réseau se propagera dans la ville comme des racines de pierre, imbibées de mots. Le texte s'interrompait là. La moitié inférieure de la page était couverte de taches noires. J'ai transcrit jusqu'à la tache, pas au-delà. J'ai inséré la page dans la fente. Et j'ai entendu un bruit de digestion. Je décidai, c'est terminé. 3 mois. Ça suffit. Je dirai à Père Marcus que je quittais le poste. Je le remercierai. Je partirai. Avec mes économies. Avec ma santé mentale. À peu près. Mais cette nuit-là,
Les rêves changèrent encore, pas de la mastication. Je rêvais que j'étais une page vierge, et qu'on écrivait sur moi. Les mots s'enfonçaient profondément, marquant ma peau comme des cicatrices. Je ne pouvais pas les lire. Ils étaient à l'envers, destinés à être lus de l'autre côté. Mais je sentais leur signification. Des instructions de croissance, des plans d'extension, une génétique architecturale. Je me réveillais en sursaut. Sur mon avant-bras, des mots étaient apparus, pressés dans ma peau comme de vieilles brûlures. C'était la même écriture que celle de la page tachée. Elle avait parlé ces mots. Elle n'a pas pu s'en empêcher. Et les mots avaient pris sa voix. Maintenant, elle fait partie de la fondation. Toujours là, toujours en train de transcrire, dans le noir. Là où les pages se dissolvent, les mots sur ma peau s'estompaient, mais je pouvais encore les sentir. Sous la surface, ils attendaient. Je compris enfin pourquoi il ne fallait pas les prononcer. Ce n'était pas pour les garder secrets. C'était pour les garder incomplets. Les mots voulaient plus, ils voulaient devenir sons. Des vibrations, se propager par l'air, pas seulement par la pierre. Je ne suis pas retourné le lendemain, ni celui d'après. Le troisième jour, le père Marcus se présentait chez moi. Il me regarda, impassible. « Vous êtes au seuil, dit-il. 3 mois, c'est la période la plus dangereuse. » Je démissionne, lui ai-je répondu. Il hoqua lentement la tête. Tous abandonnent au bout de 3 mois. Ou alors, ils ne s'arrêtent jamais. Il me tendit une enveloppe, plus épaisse que d'habitude. Indemnité de départ, dit-il. Et un avertissement. Les rêves vont empirer avant de s'estomper. Les mots voudront sortir. Ne les laissez pas faire. Combien de temps avant qu'ils s'effacent? Cela dépend de la profondeur à laquelle vous avez lu. Il ajouta en me regardant fixement. Sarah a lu très profondément. Elle a trouvé les textes sources. Ce qui explique ce que nous faisons vraiment ici. Il se retourna vers la porte. Si vous êtes curieux, ils sont sur l'étagère du bas, derrière la quina. Mais je ne le recommande pas. Savoir rend l'oubli plus difficile. Puis il est parti. Je comptais l'argent. 50 000 $. Assez pour rester loin. Pour ne jamais revenir. Mais les rêves. Des rêves. De rêves de plus en plus précis. Des murs qui respirent. Dans la salle de transcription, les étagères se dilatent. Les livres s'ouvrent comme des bouches. Et depuis la fente, une voix. Pas une voix humaine. Une voix de papier qui se déchire. Reviens. Termine la lecture. Nous y sommes presque. Elle semblait différente. Plus lourde. Comme si elle portait quelque chose en elle. Pendant la messe, les murs ne suintaient plus. Ils secrétaient quelque chose. Épais. Comme de la sève d'arbre. Ambre. Certains paroissiens touchaient cette substance sans s'en rendre compte. Puis se frottaient les doigts. Troublés. J'attendis que la cathédrale se vide. Puis je descendis. Mais le livre de Sarah était ouvert. Posé au centre du bureau. Je ne l'avais pas laissé là. La page montrait une carte. Pas des rues, pas des bâtiments, mais des schémas de croissance, comme un organisme vu au microscope. Sauf que les cellules étaient en forme de cathédrale, chaque point connecté aux autres par de fins traits. Chacun portait une date. J'ai tourné la page. Chaque église, chaque cathédrale, chaque sol consacré est une graine. Les textes transcrits sont des instructions génétiques, pas pour les bâtiments, pour ce qui vit en dessous. Ce qu'on nourrit, c'est quelque chose qui se forme dans l'obscurité, entre les fondations, quelque chose qui se nourrit de la foi, des prières, des rituels, comme les plantes se nourrissent du soleil. Elle poursuivait. J'ai vu, j'ai suivi les pages dissoutes. En bas, derrière la fente, il y a une chambre. Non pas construite, mais poussée. Les murs sont faits de pages compressées, des millions de pages, comme l'écorce d'un arbre, ou la paroi d'un estomac. Et au centre, cette ligne-là était griffonnée, barrée, puis réécrite, plusieurs fois. Finalement, une phrase, enfoncée si fort que le papier était déchiré. Il a un visage. Je pris la plume, pas pour transcrire, pour écrire mes propres mots. Si quelqu'un tombait sur ce livre après,
Il méritait de savoir. Je commençais à écrire. Les mots veulent être parlés, car le son les complète. L'encre n'est que la moitié du rituel. Le reste, c'est la vibration, la voix humaine, articulant des syllabes latines. Voilà pourquoi on ne devait pas les prononcer, pas pour les garder secrets, mais pour les empêcher d'être terminés. Je m'étais arrêté d'écrire. Le silence était plus lourd que le bruit. Puis je l'ai entendu. Des pas dans l'escalier. Lents, trop lourds pour être ceux du père Marcus. Trop humides. La porte s'ouvrit. Sarah Marsh entra, ou plutôt, ce qu'il restait d'elle. Elle portait encore la robe noire de la photo parue dans sa nécrologie. Mais elle était déchirée, souillée, imbibée d'humidité, comme si elle avait passé des mois dans un sous-sol sans lumière. Ses cheveux pendaient en mèches molles, collés à ses tempes. Sa peau avait la texture du parchemin ancien. Et sa bouche, il lui avait retiré la langue, après qu'elle l'ait mordue, jusqu'à la sectionner. Mais autre chose avait poussé à la place. Quelque chose qui bruissait, comme des pages qu'on tourne, chaque fois qu'elle respirait. Elle s'approcha du bureau, tira la chaise en face de moi, s'assit. L'air autour d'elle sentait le livre moisi, le cuir oublié, et la terre sacrée. Quand elle parla, ce fut avec des centaines de chuchotements en même temps, tissés en une seule voix. « Tu te demandes si je suis morte ?» Je hochai la tête. Elle sourit. « Je le suis. » Les parties qui comptaient. Mais les mots avaient besoin d'une voix. Et quand je les ai dits, ils ont pris la mienne. Ils m'ont reconstruite. Pour être utile. Elle se pencha. Ses yeux étaient toujours humains, et ils étaient terrifiés. Je suis la preuve. La preuve de ce qui arrive quand on parle avant que ce soit prêt. Le chose en bas n'est pas cruelle. Elle est fonctionnelle. Elle a besoin de transcripteurs, de voix, mais seulement au bon moment. Parler trop tôt, c'est devenir un avertissement vivant. Comme moi. Elle se leva, avança vers les étagères, ses doigts, trop longs, trop articulés, comme des branches sèches. Elle effleura les livres du bout des ongles. Mais toi, tu ne parleras pas trop tôt. Tu veux savoir, tu veux voir ce qui se passe quand tout est prêt, quand l'émergence se produit dans les règles, quand la naissance a lieu à terme. Elle tira un volume relié en cuir sombre, le posa sur le bureau. Voici le dernier livre. 7 pages. 7 jours. Et alors, ce sera complet. Je l'ai regardé. Qu'est-ce que c'est, exactement? Ce qui est en bas. Elle sourit. Sa langue de papier bruissa. Ce n'est pas un monstre. C'est ce qui arrive quand assez de gens croient la même chose, au même endroit, pendant assez longtemps. Les pages étaient fraîches, l'encre encore humide. Pendant 2 millénaires, dit-elle, nous avons répété les mêmes mots, bâti les mêmes structures, pratiqué les mêmes gestes. Et tu penses que toute cette dévotion accumulée, tu crois qu'elle s'est évaporée? Non, elle a condensé, elle a pris forme. Ce qu'il y a en bas, ce n'est pas une entité étrangère, c'est ce que nous avons toujours prié, sans le savoir. C'est la foi, matérialisée, c'est la prière incarnée. Et nous lui avons appris, avec chaque page, comment exister dans notre monde, comment construire un corps, fait de pierre, de rituels et de croyances accumulées. Je voulais fuir, mais quelque chose en moi voulait rester, observer, comprendre. Elle s'arrêta à la porte. 7 jours, dit-elle, et tu verras ce que nous avons bâti, ce que nous avons cultivé, ce qui a mûri dans l'obscurité, entre la foi et la pierre. J'ouvris le dernier livre. La première page ne ressemblait à rien d'antérieur. Ce n'était pas un rituel, pas un rapport, pas une prière. C'était une annonce de naissance, des descriptions de villes transformées, après avoir mené leur gestation à terme. Rome, Tissun 23. La basilique s'est divisée comme une cellule. Mythos en marbre. La congrégation a été absorbée dans la nouvelle structure. Leur voix chante encore depuis les murs Londres. Tissun 25. Résultat au Tissun arctique actuel. Le bâtiment pense, mais ne peut communiquer. Il manifeste son malaise par la décroissance ciblée des pierres et des variations de température. Berlin. Tissun. La cathédrale a bourgeonné. De petites églises sont apparues sur 3 kilomètres, connectées par un système racinaire, fait de prières fossilisées. Moscou. Tissun. Les cancers de béton dans la ville ne sont que sa lente renaissance. Lago. 2019. Émergence parfaite.
La ville entière est devenue un organisme unique, avec des cellules humaines conscientes. Les habitants ne prient plus, ils vivent la prière, en permanent. Je transcrivais, page après page, sans penser. La plume glissait seule. Mes doigts obéissaient. L'encre s'enfonçait profondément dans le parchemin. Trop profondément. Trop profondément. Mais il était rédigé dans une langue que je ne connaissais pas. Antérieure, au latin. Les lettres dansaient, hurlaient, chaque fois que mes yeux tentaient de les fixer. Elles voulaient être vues, mais pas pour être lues. Elles voulaient être parlées. Je comprends. Ce n'était pas une langue de transcription. C'était une langue de prononciation, conçue pour être prononcée par une voix humaine. Pas pour être comprise, mais pour activer. J'étais trop effrayé pour les prononcer. Mais je sentais qu'une fois que je les aurais entendus dans mon esprit, je ne pourrais plus les taire. Ils sortiraient seuls, par mes lèvres, par mes poumons, et le monde changerait. Je le rangeais, puis je sortis le bidon de kérosène, et les allumettes. Je ne brûlais pas les livres, ils n'étaient que les symptômes. Je versais le feu liquide dans la fente, là où les pages disparaissaient, et j'écoute le liquide glouglouta descendant vers la chambre, tapissée de textes. J'allumais une allumette, et je la laissais tomber. Le feu ne se propagea pas comme un feu normal. Il se propagea comme un système sanguin. Il suivit les veines de pierre, creusées par des siècles de mots dissous. Chaque mot devenu chemin, chaque texte devenu vaisseau. La cathédrale hurla, pas un cri humain, un cri de pierre qui découvre qu'elle peut souffrir. Le père Marcus me rejoignit sur le trottoir. Il regarda la cathédrale brûler, silencieux, puis murmura. Il te restait 3 jours. Je sais, ça aurait été beau. L'émergence, il hoqua la tête. L'union, entre l'humain et l'architecture, une nouvelle forme de vie. Un prochain stade d'évolution. Leur évolution, ou la nôtre. Il ne répondit pas. Il me tendit une enveloppe. Encore de l'argent. Des billets de 1000. Indemnité de trahison, dit-il. Je refusai. Ce n'est pas mon argent. Non. C'est le leur, ceux qui dirigent cette opération depuis des siècles. Ils veulent que tu l'acceptes, comme une compensation, ou un remerciement, ou une invitation à revenir. Puis il disparut dans la fumée. 17 églises la même nuit. On parla d'actes de vandalisme coordonnés, de crise collective, mais on ne parla jamais de la sève, ni des prières dans les cendres, ni des murs qui chantaient encore, dans leurs ruines. Ce que j'avais détruit ici n'était qu'un nœud. Un fragment, un organe parmi d'autres. L'organisme vit encore, et ailleurs, dans d'autres villes, d'autres transcripteurs, continuent d'écrire, de nourrir, de préparer la naissance. Et parfois, la nuit je rêve. Sarah marche, debout dans les ruines, sa langue bruissant, et elle me dit,